raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter une affaire de 2018 qui s'est soldée il y a peu puisque le procès d'assises s'est tenu en 2021. C'est un crime commis à Périgueux, en Dordogne, à coups de tesson de verre. Un homme qui s'appelait Thierry Bardoula et qui a été égorgé. Par qui ? Je ne vous le dis pas tout de suite, bien sûr, mais c'est un cas de figure assez rare. Je débrieferai cette affaire avec maître Lionel Béthune de Moreau, avocate de la famille de la victime dans ce dossier. Interview à écouter absolument dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Mathieu Fred. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous sommes à Périgueux le 12 septembre 2018. Il est 1h11 du matin. Sapeur-pompier, j'écoute. Allô ? Venez vite. Mon copain Thierry s'est coupé la gorge. Il est en train de se vider de son sang. Et la jeune femme paniquée donne son adresse, rue Lamartine à Périgueux. Cette jeune femme s'appelle Stéphanie Dingiou. Elle a 26 ans et elle est guyanaise. Ce qu'elle est en train de vivre est ultime dans l'horreur. Son amoureux, Thierry Bardoula, s'est tranché la gorge. C'est un suicide, de toute évidence. Et il est en train de se vider de son sang sous ses yeux. Pire que ça, d'après ce qu'elle a dit aux pompiers, il a perdu tout son sang. Quand les pompiers arrivent sur place, ils trouvent Stéphanie Dingiou dans un état d'hystérie absolue. Non ! Approchez pas ! Ne vous approchez pas ! Elle est où votre chambre, madame ? Elle est où ? Allez dans votre chambre, s'il vous plaît. Laissez-nous travailler. Non ! Non ! Bon, allez. Amène-la de force dans sa chambre, là, qu'on puisse travailler. Thierry Bardoula, son compagnon, est là, dans le salon, par terre, allongé sur le dos. Il a un oreiller sous la tête et une énorme estafilade au niveau du cou. La scène est gorissime. Autour du corps, il y a une mer de sang. Mais il n'est pas mort. Son cœur bat encore. Vu le sang qu'il a perdu, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, Thierry Bardoula meurt avant d'arriver à l'hôpital. Logiquement, pour les pompiers, ça s'arrête là. On rentre à la caserne, on nettoie l'ambulance, et au suivant. Sauf qu'il y a 2 ou 3 trucs dans cette affaire qui les chagrinent. D'abord, l'état d'hystérie de la petite amie, Stéphanie Dingiou. Bon, t'es d'accord ? On en a vu, hein, dans notre carrière, des gonzesses en larmes devant le corps de leur mari. On en a vu qui hurlaient de douleur, on en a vu qui perdaient connaissance même, mais alors des hystéros comme celle-là, moi j'avoue que pour moi, hein, c'est une première. Hein. Premier signal d'alerte. Deuxième signal d'alerte dans la tête des pompiers, le sang qui a coulé du corps de Thierry Bardoula était coagulé. C'est pas du sang qui venait de couler, quoi. Ce qui veut dire que quand sa compagne nous appelle, ils viennent pas de se trancher la gorge. Elle appelle bien après. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé de suite ? Troisième signal d'alerte dans l'esprit des pompiers, l'appartement. Quand ils sont arrivés, au-delà du corps par terre et de la mare de sang, l'appartement semblait avoir été le théâtre d'une bagarre. Et puis ce qui les a intrigués aussi, ce sont les projections de sang, la manière dont le sang a éclaboussé. Il y a du sang partout, sur tous les murs, sur les meubles, sur les portes, dans toute la pièce. Moi, perso, je trouve pas ça cohérent avec quelqu'un qui se tranche volontairement la carotide. D'autant que le jeune homme, il a pas que la gorge tranchée. Il a des hématomes sur tout le visage. Donc moi, si tu veux, ça me fait plus penser à une bagarre qui finit mal qu'à un suicide. Hein. Bref, l'un dans l'autre, les pompiers décident d'alerter la police de Périgueux. Merci les gars. Et bravo, hein, parce que vous avez eu du nez. Elle n'est pas claire, cette histoire de suicide. Elle n'est pas claire du tout.
Les policiers, naturellement, s'intéressent d'entrée à cette étrange femme, cette Stéphanie Dingiou, qui a laissé couler le sang longtemps avant d'appeler les pompiers. Elle est, comme on le leur a dit, très agitée. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre compagnon, madame? Il s'est suicidé. Il s'est tranché la gorge. Vous étiez où, vous, à ce moment-là? J'étais dans la chambre. J'ai entendu un bruit de verre, j'ai un verre cassé, vous voyez. Et puis quand je suis arrivé dans le salon, ben, je l'ai vu par terre. Il s'était coupé la gorge. Il avait une raison, à votre connaissance, de mettre fin à ses jours? Mais oui, bien sûr. Il était gravement handicapé. D'accord. Quel genre de handicap? Une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui touche les articulations. Il pouvait plus rien faire de ce qu'il aimait. Avant sa maladie, il était militaire, il aimait le sport par-dessus tout. Et ben c'était fini tout ça. Et là en plus, il attendait une opération des 2 hanches. Voilà. Il n'a pas voulu affronter ça jusqu'au bout, quoi. Le problème, voyez-vous, c'est que dans l'entourage de Thierry Bardoula, beaucoup de gens ont du mal à croire à un suicide, à commencer par sa maman. Jamais Thierry, c'était un battant. Cette opération des hanches, elle allait améliorer sa mobilité, il l'attendait avec impatience. Je l'ai vu la veille, il était tout souriant. Il était bien. Il y avait rien qui laissait penser que... Non, c'est pas possible. Ok. Même si on ne voit pas toujours venir le suicide de ses proches. Mais alors, si ce n'est pas un suicide, madame, qu'est-ce que c'est? Ce que je sais, c'est que ça allait pas trop avec Stéphanie, depuis quelque temps. Combien de temps? Mais quelques semaines. Ça allait pas trop, et moi, je me dis que c'est peut-être une dispute. Ils se sont rencontrés comment, tous les deux? Oh, mais comme on fait aujourd'hui, sur Internet. C'était il y a 4 ou 5 mois, je dirais. Un jour, je suis allé chez mon fils, et ben, elle était là. Voilà. Elle était là, et puis, il y avait toutes ses affaires. Et c'était installé, quoi. Elle ne l'aime pas, cette Stéphanie. Mais les belles filles que les belles-mères détestent sont-elles toutes pour autant des meurtrières? Je fais appel à votre expérience. Non. Mais il se trouve que les voisins du couple aussi parlent de disputes bruyantes et régulières. Madame Stéphanie Dingiou, soyez la bienvenue en garde à vue. Bien, madame, pour être très franc avec vous, je ne crois pas, nous ne croyons pas, mes collègues et moi, que votre compagnon Bardoula Thierry se soit suicidé. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, par exemple, parce que les traces de sang dans le salon, et aussi les débris de verre qui ont été relevés sur place, laissent penser qu'il y a eu une bagarre, madame, dans le salon. Il y a eu une bagarre ou pas, madame Dingiou? Une bagarre? Avec qui? Une bagarre entre vous et Thierry Bardoula. Nous, on a zéro doute, madame. Oui, on a eu une dispute cette nuit-là, mais attention, c'est pas moi. C'est lui, il s'en prenait tout le temps à moi. C'est lui, il me battait tout le temps. À partir de là, on rentre dans un scénario assez classique. Elle raconte que c'était un pochetron, et que ce soir-là, il avait beaucoup bu. À un moment, il est devenu tellement insupportable. Eh bien, j'ai attrapé une bouteille de vodka, et je l'ai vidée dans l'évier. Et là, ça l'a rendu fou. Il s'est jeté sur moi, il m'a traîné par les cheveux, il m'a jeté contre le mur. Et là, il était derrière moi. J'ai pris un verre, et je l'ai frappé par derrière, quoi. Comme ça, sans regarder. Et voilà, le verre, il s'est cassé, et ça l'a égorgé. Mais moi, je voulais pas. Il était derrière moi, je voyais pas. Je ne sais pas si vous visualisez la scène qu'elle vient de décrire. Thierry est dans son dos, menaçant. Elle attrape un verre, elle le frappe par-dessus son épaule, à l'aveugle. Le verre se casse, on ne sait pas comment, et quand il arrive au niveau de la gorge de Thierry, scrunch, il l'égorge. C'était un accident. Je me suis défendu face à quelqu'un de très violent, qui me battait.
J'ai jamais eu dans l'idée de le tuer, jamais. Et je m'en veux de sa mort. Ok, pourquoi pas. Alors est-ce qu'on a une trace quelque part dans les fichiers d'une plainte que cette jeune femme aurait déposée contre son compagnon décédé? La réponse est oui. Bon, on a une main courante déposée il y a un mois pour des coups portés avec fourniture de certificats médicaux. Ça change un peu tout. Elle dit peut-être la vérité. Elle n'a peut-être fait que se défendre. Du coup, on demande à un légiste de l'examiner. Si Thierry l'a frappée ce soir-là, elle doit avoir des traces. Alors, on a des ecchymoses au niveau du cou et des lésions sur le cuir chevelu qui sont parfaitement compatibles avec des violences qu'elle aurait pu subir la nuit des faits. Ça sème le doute, hein? Et l'idée selon laquelle elle n'a fait que se défendre tient la route. Notre amie Stéphanie ne serait donc peut-être pas une meurtrière. Elle a sans doute donné la mort, mais par accident. Et d'ailleurs, à l'issue de sa garde à vue, Stéphanie Dinjoux est mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Seulement. Mais elle file en prison quand même. Rappelez-moi la dernière fois que je me suis intéressé à une violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Jamais. Jamais. Vous avez raison. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Autant vous dire que les proches de Thierry Bardoula, sa mère en tête, trouvent le motif de mise en examen très léger, trop léger. Pour eux, il n'y a pas de légitime défense. Pour eux, c'est un meurtre. Pour eux, c'est elle qui l'a tué volontairement. Parce qu'il y a un contexte. Au début, si vous voulez, on s'est dit, compte tenu de la maladie de Thierry, tant mieux qu'il ait trouvé cette jeune femme. Elle va s'occuper de lui. Elle va être, je dirais pas son infirmière, mais elle va l'aider dans la vie quotidienne. Ça nous soulageait, un peu. Mais en fait, aujourd'hui, avec du recul, avec ce qui s'est passé, il y avait des signaux qu'elle était, comment je dirais, dangereuse. Quels signaux? Eh bien, par exemple, elle l'a isolée de nous, de moi et de sa sœur. On devait se voir et puis il venait pas. Et petit à petit, elle l'a coupé de nous. Entre les deux hypothèses, notre cœur balance, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un accident au cours d'une bagarre ou est-ce que Stéphanie a tué Thierry volontairement? Pour trancher ce dilemme, allons assister à l'autopsie. Alors, d'abord, on note ici et là, vous voyez, des plaies sur les avant-bras qui suggèrent que ce monsieur s'est défendu. Autre chose, on a une plaie de 6 cm à la carotide. Mais de toute évidence, elle ne résulte pas d'un verre lancé de manière aveugle. De tout. Ils étaient l'un en face de l'autre quand le coup a été porté. Je suis formé. Ah mais ça change tout ça, Madame Dinjoux. Ça ressemble de moins en moins à des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour l'instant, la juge n'a pas bougé là-dessus, mais ça ne va pas traîner. Enfin, la famille l'espère. Tous les proches interrogés par les policiers disent qu'elle était odieuse avec Thierry. Et bien un jour, chez lui, elle s'est mise à jeter les meubles sur les murs et à lacérer le rideau, quoi. Une folle. Et puis, elle ne travaillait pas. Elle vivait à ses crochets, ses maigres crochets. Parce qu'il n'était pas riche, hein, Thierry. Il ne touchait que l'aide aux adultes handicapés. Ça va pas chercher loin. Sa famille lui a dit plusieurs fois, « Mets-la dehors, débarrasse-toi de cette fille. » Mais vous savez, Thierry, c'était quelqu'un de généreux. Il savait que s'il la mettait dehors, elle retournerait à la rue. Et donc, il n'a pas voulu nous écouter, quoi. Il s'est fait gentiment embobiner par elle. En dehors du témoignage de l'entourage direct, est-ce qu'on a des preuves de ça? On en a au moins une.
Un SMS envoyé par Stéphanie à Thierry 2 semaines avant sa mort. Suicide-toi ou c'est moi qui vais te tuer. Alors, madame la juge d'instruction, on reste sur des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou on passe au meurtre? La maman de Thierry est très agacée par cette juge d'instruction qui, selon elle, n'a pas les yeux en face des trous. Alors elle décide de se lancer dans sa propre enquête. Thierry n'était pas son premier mec à cette fille. Et si on allait voir les précédents, qu'est-ce que t'en penses? Pour savoir comment elle se comportait avec eux. Excellente idée. Et ce que la mère découvre est tellement stupéfiant qu'elle finit par convaincre la juge de les interroger ou de les faire interroger. On en identifie 5. 5 amants qu'elle a tous rencontrés sur le site Badoo. À chaque fois, ça s'est passé de la même manière. 1 ou 2 jours après leur rencontre, elle s'est installée chez eux. Et elle s'est mise à vivre à leur crochet. Et puis tous racontent qu'assez vite, elle a commencé à leur donner des coups. Au début, ça se passait bien. Et puis un jour, elle m'a collé une claque. Alors moi, je n'ai pas répondu, c'est pas mon genre. Mais je lui ai dit, recommence jamais ça. Elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est la première fois que je fais ça. Sauf qu'une semaine plus tard, elle a recommencé. Et après, ça s'est jamais arrêté. Il pouvait lui arriver de me jeter un verre à la figure, un téléphone, un fer à repasser, même une fois, un vase, ce qu'elle avait sous la main. Tout ça dans quel contexte, monsieur? Le contexte? Eh bien, c'est qu'elle buvait du rhum le petit déjeuner, quoi. Et qu'elle était saoule H24. Ça la rendait agressive, quoi. Une fois, par exemple, elle s'en est pris à moi alors que j'étais au volant. On a failli avoir un accident, quoi. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je l'ai mise dehors. J'ai vu ce qui s'est passé avec ce garçon. Après, je crois que j'ai bien fait. Hein. Un autre ex de Stéphanie raconte qu'il lui est arrivé de dormir dans sa voiture tellement elle lui faisait peur. Un type balèze, hein, format Popeye, terrorisé. Ce que je comprends pas, monsieur, c'est pourquoi vous ne la quittez pas tout de suite, dès le premier coup. C'est-à-dire, je vais le dire à sa place. La biroute, le gourdin à l'andouille à col roulé. Parce qu'en matière de sexe, elle savait s'y faire, Stéphanie. L'homme est très faible quand il s'agit de son petit plaisir. Elle les cognait, et après, elle les faisait grimper au rideau. C'était sa manière de s'excuser. Et ça marchait. Et elle montait comme ça, crescendo. D'abord, bim, bam, boum. Et après, tagada de soin pour se faire pardonner. Et s'ils acceptaient ce petit jeu, eh bien, elle poussait le bouchon de la violence encore plus loin. C'est très, très pervers comme système. C'est pervers et c'est manipulateur. C'est une forme d'emprise. Et le dernier ex en rajoute une louche. Un jour, elle a appelé la police et elle leur a dit « Il m'a frappé ». Elle m'a accusé de l'avoir frappé. Sauf que bon, les policiers sont venus chez moi, ils ont bien vu qu'elle n'avait pas de traces de coups. Alors que moi, oui. Mais bon, ce que je vous dis là, c'est rien comparé à ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé après, monsieur? Eh bien, une nuit, je me suis réveillé. Elle était au-dessus de moi. Elle avait ma guitare à la main, je joue la guitare. Et elle était sur le point de me frapper avec la guitare. Alors moi, je lui ai arraché la guitare et elle m'a dit « Oui, je faisais ça pour rigoler ». Et ça laissait préfigurer ce qui s'est passé encore après. Ah bon? Quoi encore? Eh ben ça. Et là, l'ex de Stéphanie fait glisser son t-shirt sur son épaule. Un jour, elle l'a carrément frappé avec un couteau 2 fois. Un coup dans l'épaule, un autre dans le dos. Coup de peau ce jour-là, il est tombé sur un os, celui de l'omoplate. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Alors, madame la juge,
Thierry Bardoula est toujours mort de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous êtes sûr? Donc, Stéphanie Dingiou martyrisait les hommes avec lesquels elle était. Et Thierry Bardoula a probablement subi le même sort que les autres. Mais il n'y a pas que ça. Elle lui a siphonné son compte en banque aussi. Quand elle a débarqué dans sa vie, il avait 12 800 € sur son compte courant. 5 mois plus tard, il n'y a plus rien. Macache. Et puis, nouvel élément à charge. Une vidéo que les policiers ont trouvée sur son portable. Oh putain, regarde la date. Oh merde. 11 septembre. C'est la veille du meurtre, ça. Quelques heures avant le meurtre, Stéphanie s'est filmée en train de frapper Thierry. Elle s'est filmée elle-même, en train de lui balancer des nions. Et bam sur le visage, et bam sur le front, et bam sur la joue, et bam sur l'arcade sourcilière. Et sur la vidéo, on l'entend dire: Alors, ton petit popo, ça va mieux? Ça t'a fermé ta gueule? Avec ça, il n'y a plus de doute, ou en tout cas plus beaucoup. Elle l'a mangané, égorgé, et laissé agoniser longtemps avant d'appeler les pompiers. Je sais pas si j'ai été clair. Elle l'a laissé se vider de son sang sous ses yeux, centilitre par centilitre. Ça n'est pas ce qu'on appelle des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est temps de changer de braquet, Madame la juge. Stéphanie Dingiou se retrouve mise en examen pour homicide volontaire. Devant les assises, ça vaut 30 ans. Mais pour la famille de Thierry, ça n'est pas encore assez. Et la juge finit par ajouter meurtre aggravé sur conjoint et sur personne vulnérable. Vulnérable parce qu'il était handicapé. Et ça, les amis, ça vaut perpète. C'est du lourd. D'autant qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, et que les policiers, évidemment, savent depuis le début. Au cours des 5 dernières années, 2013-2018, Stéphanie Dingiou a été condamnée 5 fois par la justice, dont 3 fois pour violence aggravée. De la prison ferme, peine qu'elle n'a pas effectuée. Misère. Dernière chose. Quelques semaines avant sa mort, Thierry Bardoula a voulu porter plainte contre elle parce qu'elle l'avait insultée et battue en pleine rue, devant tout le monde. Mais les policiers n'ont pas pris sa plainte au sérieux, malgré les antécédents judiciaires de la mise. Encore misère. D'autant qu'on comprend bien le mécanisme. La police a déjà eu tant de mal à encaisser l'idée qu'un homme pouvait battre une femme, alors qu'un homme puisse être battu par une femme. C'était trop. Et pourtant, c'était vrai. Allez savoir si Thierry Bardoula ne serait pas encore vivant si la police avait accepté de prendre sa plainte en considération. Allez savoir. Misère, misère et remisère. Le 6 septembre 2021, Stéphanie Dingiou fait son entrée dans le box de la cour d'assises de Périgueux. C'est une toute petite femme, toute frêle, toute menue, d'apparence très fragile. Tu parles. À part ça, elle n'a pas bougé d'un iota. C'est un accident, je vous dis. On s'est disputé, j'ai jeté le verre, il s'est cassé. Il a fini sur son cou, c'est tout, malheureusement. Sniff, sniff. C'est pas comme si elle avait un passé. Un passé que tous ses ex viennent en file indienne raconter à la barre. Tous décrivent une femme violente, alcoolique, perverse, manipulatrice. La tâche n'est pas facile pour ces avocats qui n'ont pas d'autre choix que de s'en tenir à sa ligne de défense, l'accident.
et qui donc plaide la seule chose qui soit plaidable. On ne devient pas psychopathe par hasard. Stéphanie Dingiou est née en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et quand elle était adolescente, sa mère est partie pour la métropole, pour travailler. Et à partir de là, elle a été élevée par sa grand-mère. Et elle a vécu tout cela avec un profond sentiment d'abandon. Et on retrouve trace de ce traumatisme lorsqu'elle tombe enceinte. Et que dès la naissance, son enfant est placé en famille d'accueil à l'aide sociale à l'enfance. Ça s'entend parfaitement. Je vous l'ai expliqué 100 fois, ça. Tous les tueurs psychopathes ont une enfance fracassée. Tous. Même si, attention, tous les enfants brisés ne deviennent pas des psychopathes. À la fin, comme toujours, on lui donne le dernier mot. Et sur les conseils de ses avocats, sans doute, elle fait un petit pas inattendu vers la contrition. Je voulais demander pardon à la famille de Thierry. Au terme de 3 jours d'audience, le jury se retire pour délibérer. Stéphanie Dingiou est reconnue coupable d'homicide volontaire. Elle est condamnée à 24 ans de réclusion criminelle. Elle fait appel bis repetita. 24 ans. Voilà. C'est rare, une femme qui martyrise son compagnon ou son mari et qui finit par le tuer. C'est rare, mais ça existe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Thierry Bardoula en 2018 à Périgueux, en Dordogne, tué par sa compagne Stéphanie Dingiou qui l'a égorgé d'un coup de tesson de bouteille, ce qui lui a valu une condamnation à 24 années de prison. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Lionel Béthune de Moreau. Vous étiez dans ce dossier l'avocat de la famille de Thierry Bardoula. Bon, il faut que vous commenciez par nous parler de cette femme, parce que raconter son histoire, c'est stupéfiant, mais je la connais pas. Et vous, oui. Si je la croise demain, par exemple, maître, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui a égorgé son compagnon? Absolument pas. Il s'agit d'une femme guyanaise, comme vous l'avez dit, qui est plutôt bien de sa personne et qui a cumulé des conquêtes qu'elle a systématiquement brisées, peut-être d'ailleurs à l'image de la petite fille qu'elle était, qui a été brisée par ces circonstances de vie que vous avez rappelées. Elle cherche des hommes faibles. Plus exactement, elle cherche le gîte et le couvert, c'est-à-dire que à chaque fois que ces relations éphémères se terminent, avant qu'elles se terminent dans l'alcool et les violences, elle compulse sur Badoo à la recherche, un peu comme un coucou, à la recherche d'un nid où elle pourrait se réfugier, plus exactement d'un lit où elle pourrait trouver sa prochaine proie. Et de l'argent, un peu. Elle a peu d'ambition parce qu'il n'était pas riche, Thierry Bardoula. De l'argent et surtout la possibilité de se faire bien évidemment couvrir de cadeaux, mais le cadeau se résume souvent à du rhum dont elle fait une consommation particulièrement abusive, peut-être d'ailleurs pour oublier tellement la répétition de ces aventures successives ressemble presque à de la prostitution via réseaux sociaux pour essayer de trouver d'une manière éphémère, vous disiez un nid, mais c'est plus exactement un lit. Un lit et quelqu'un pour lui payer à boire. Peut-être que je n'ai pas assez insisté sur son alcoolisme. C'est en tout cas un élément marquant parce que au début, elle charme chaque nouvelle rencontre et très rapidement, les violences arrivent en même temps que l'alcool. Et ce sont des violences, alors sur personnes vulnérables, sur Thierry Bardoula, il n'y avait pas besoin d'être armé. Elle l'a été ce jour-là de ce verre ébréché qui est rentré dans ses chairs. Mais souvent, elle utilise systématiquement des armes, puisque les différents compagnons qui vont se succéder à
à la barre de la cour d'assises vont indiquer qu'ils ont été victimes d'un tire-bouchon, d'un couteau, d'une planche, d'un stylo, d'un téléphone, jusqu'à ce verre à pied ébréché qui va rentrer dans les chairs de la victime. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'amour dans cette histoire? C'est-à-dire que bien sûr qu'il y ait des aspects parallèles, pervers, oui, mais est-ce qu'au départ il n'y a pas un peu d'amour? Ou une envie d'amour? Je pense qu'il y a plus, on pourrait davantage parler de rapprochement physique que véritablement d'amour. Il y a très vraisemblablement un vide incommensurable qu'elle essaie de remplir, avec bien évidemment matinée d'un certain nombre de mensonges disant que ses enfants sont confiés à sa mère, qu'elle est aide-soignante, alors qu'en réalité elle a interdiction de voir ses enfants. Elle en a deux, des enfants. Elle en a deux, un qui a été placé dès le début et le deuxième qui est confié à sa mère, qui est venue la soutenir comme tous les autres membres de la famille, mais du bout des lèvres, tellement elle les a aussi impressionnés, pour ne pas dire martyrisés. Elle est incontrôlable. Est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic psychiatrique un peu amateur? C'est une psychopathe. C'est en tout cas quelqu'un qui a présenté, comme disait l'expert psychiatre, une évolution infanto-juvénile disharmonique, avec de l'abandonnisme, de l'instabilité et de l'impulsivité. Le diagnostic de la psychopathie n'a pas été formellement posé, mais en tout cas les actes parlent pour elle-même. Parce qu'elle tue. Elle bat d'abord et elle tue avec beaucoup de froideur. Et attendre que le sang se soit suffisamment écoulé pour être certain qu'il va mourir avant d'appeler les pompiers, c'est aussi d'une froideur absolue. C'est surtout pour couvrir a posteriori ses mensonges, pour faire croire ce qu'elle a réussi d'ailleurs à faire croire pendant des années, à savoir la fable du sexisme judiciaire, à savoir que dans le cadre de ce dossier ou ces dossiers de violence familiale, eh bien, elle serait systématiquement la victime, alors que tant son casier judiciaire que l'intégralité de ses compagnons précédents indiquent qu'ils ont tous été victimes de violences aggravées avec arme jusqu'à ce meurtre aggravé. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne la quitte pas, Thierry Bardot, là? Parce qu'il est handicapé? Parce qu'au fond, avec tous ses défauts, elle a cette qualité minimum de lui tenir compagnie? Il ne la quitte pas parce qu'en réalité, il est dépendant d'elle. Il est dépendant affectivement. Vous parliez d'amour, il l'aime. Vous parliez également d'une dépendance liée à sa situation de handicap. En fait, c'est une présence qui est une présence chaleureuse qui doit lui prodiguer des avantages qu'il a emportés dans sa tombe. Et c'est d'ailleurs assez surprenant qu'elle l'ait coupée de sa famille, dont tous ont noté le caractère aimant, structurant. C'est une famille qui a d'ailleurs brutalisé en quelque sorte la justice, qui avait considéré qu'à minima, elle était l'auteur de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors qu'en fait c'est un meurtre délibéré, caractérisé. Elle l'a laissé se vider de son sang. Au passage, expliquons un peu la qualification de mise en examen. En principe, on ouvre large et on réduit après. Là, elle a fait un peu l'inverse. La juge, elle a ouvert tout étroit avec une femme qui avait quand même un sacré passé criminel, et puis elle a élargi tardivement. Elle l'a élargi tardivement, et je note que la cour d'assises, qui aurait pu, indépendamment de la qualification, la condamner à une peine correspondant à la première incrimination de coups et blessures volontaires, l'a condamnée au-delà. C'est dire que la famille avait raison de se battre pour lui rendre justice, pour qu'elle soit en réalité poursuivie pour ce meurtre aggravé. En fait, il a souffert mort et passion, et il est mort de la main de sa passion. Vous indiquiez ce qu'il lui trouvait. En fait, voilà, il a souffert terriblement à ses côtés, mais il a même après une précédente rupture, alors qu'elle l'avait battu dans la rue, alors que les pompiers et un ambulancier avaient arrêté son transport pour se porter à son secours, eh bien, il lui déclamait son amour sur les réseaux sociaux. Alors justement, cette scène-là, elle se conclut au commissariat. Il va porter plainte, ou il veut porter plainte contre Stéphanie Dinjoux. La plainte est refusée, ou alors il s'en occupe pas?
La plainte est prise, et alors qu'elle était sous des condamnations avec un sursis mis à l'épreuve à l'époque, alors qu'il y avait des antécédents, alors que n'importe quelle consultation d'un fichier de traitement d'antécédents judiciaires ou du casier judiciaire aurait dû permettre ce qui se passe actuellement, à savoir que le moindre fait de violence intrafamiliale fait l'objet d'un traitement prioritaire, eh bien manifestement le commissariat a dû considérer c'est une femme, c'est pas possible, elle a dû être elle-même victime auparavant de violence, elle a dû être victime de l'alcoolémie de son conjoint, et monsieur, c'est pas possible que vous portiez plainte. Voilà, c'est en ça que j'évoquais le sexisme judiciaire, alors même que ce dossier a démontré que parfois, exceptionnellement, l'auteur des violences aggravées dans un couple a pour origine la femme du couple. Pas si exceptionnellement que ça concerne 20% des crimes ou tentatives de meurtre commis dans l'enceinte du couple. 20% sont le fait de femmes sur des hommes, et bien entendu, très majoritairement, 4 fois plus, 80% d'hommes sur des femmes. Mais c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'après avoir eu tant de mal à intégrer l'idée qu'il existait un vrai phénomène qu'on appelle aujourd'hui le féminicide, la police finalement ne peut pas, en plus, absorber l'idée de l'hominicide. En tout cas, la cour d'assises a considéré que c'était au sens large, avec un H majuscule, un homicide aggravé. Vos clients ont joué quand même un sacré rôle dans cette enquête parce que ce sont eux qui ont trouvé les ex de Stéphanie Dingiou, qui ont eu un rôle déterminant parce que leur témoignage au procès enterre sa défense les uns après les autres. Ils ont fait un travail d'enquêteur. Ils ont bousculé le magistrat instructeur. C'est d'ailleurs pas le magistrat instructeur qui a reconnu la qualification, c'est la cour d'appel, la chambre de l'instruction auprès de la cour d'appel de Bordeaux qui, grâce à leur travail, grâce à leurs efforts, a infirmé en fait le travail à la fois du juge d'instruction, mais aussi du procureur de la République de Périgueux. Ah donc elle s'est fait taper sur les doigts parce que la qualification n'était pas à la hauteur. Absolument. Absolument, et c'est la cour d'appel qui a contraint le magistrat instructeur de revoir sa copie, de reprendre son instruction et de mettre en accusation Stéphanie Dingiou pour les faits de meurtre aggravé par les doubles circonstances. Pourquoi 24 ans et pas perpétuité ? D'où vient le bémol ? Vraisemblablement, et on ne connaît que la motivation de l'arrêt de la cour d'assises. Oui. Sur la dangerosité, peut-être parce qu'il ne faut jamais désespérer, peut-être parce qu'il s'agit d'une jeune femme, parce qu'il s'agit d'une jeune femme elle-même marquée par un certain nombre d'épreuves, peut-être aussi parce que chaque homme, chaque femme est toujours plus grand que les crimes dont on les accuse, même s'il a été particulièrement difficile pour Stéphanie Dingiou et pour sa défense, qui avait fort à faire de trouver des éléments qui battaient en brèche à la fois les violences, mais aussi le mensonge, ce qui caractérise quand même la défense de Stéphanie Dingiou. Dans un premier temps, elle appelle les secours après qu'il soit exsangue, c'est-à-dire qu'il n'ait plus une goutte de sang, après qu'elle l'ait laissé pendant 20 minutes se vider. Le sang était se vider, le sang était coagulé, asséché. Pendant ce moment, elle n'a pas hésité, comme elle l'a toujours fait, à essayer de trouver et de rechercher un nouveau partenaire prêt à l'héberger immédiatement. Sur Badoo. Sur Badoo, toujours sur Badoo, qui a été le site le plus cité lors de ce procès. Voilà, ça a été. Alors, donc la cour d'assises ne l'a pas condamné. Alors d'abord, ne l'a pas condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. D'abord parce que l'avocat général ne l'a pas requis. Ouais. L'avocat général avait requis. Lui-même a mis un bémol finalement. Lui-même avait mis un bémol, mais qui est quand même un bémol tout à fait signifiant, puisque 24 ans de réclusion criminelle pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédents criminels dans le cadre d'un crime qui peut toujours être présenté comme peu ou prou passionnel, c'est quand même une peine qui est à la hauteur des faits qui lui étaient reprochés. C'est une peine qui a donné satisfaction à la famille de Thierry Bardoula. L'arrêt de la cour d'assises de la Dordogne étant survenu 4 ans, jour pour jour,
après le meurtre dont il a été victime. Vous savez ce que je vous connais pas, hein, maître Béthune de Moreau, mais ce que j'entends dans votre manière de ne pas faire haro sur le meurtrier, c'est que vous n'êtes pas qu'avocat de la partie civile. Vous arrive d'aller en défense, n'est-ce pas? Je défends très régulièrement accusé ou partie civile. Et cette phrase que je citais, ça s'entend, je vous rassure, plus grand que les crimes dont on les accuse, est une vérité qu'il est toujours bon de rappeler, de quel côté de la barre que nous soyons aux juridictions d'assises. Ça s'entend, hein, parce qu'en fait, on fait très bien la part entre les avocats qui ne font que de la partie civile et qui, en général, n'ont pas de mots assez forts, et puis les autres qui savent que demain, ils peuvent se retrouver à défendre celui dont ils parlent, quoi. Merci beaucoup, maître Béthune de Moreau, d'avoir accepté ce débrief. Demain matin, 6h, une autre histoire. Cette histoire-là, à 14h, sur Europe 1. Et à demain. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.